Nous allons pouvoir passer au premier point à proprement parler de notre ordre du jour qui inaugure le chapitre ressources. Donc c'est un des premiers points de notre thème central de cette soirée de notre conseil communautaire. Donc, on va évoquer en effet le volet budgétaire à la fois de l'exercice échu 2018 et surtout évoquer notre budget pour l'année 2019. Mais avant de céder la parole à David Juquin et puis permettre à M. Sergent, si besoin, de s'exprimer, j'aimerais dresser une sorte de tableau général du contexte budgétaire dans lequel nous évoluons et que vous commencez à bien connaître, puisque, je le rappelle, nous avons eu notre débat d'orientation budgétaire le 31 janvier, et puis nous avons eu cette séance plénière qui se tenait exactement il y a un mois, le 28 février, au cours de laquelle une centaine d'élus étaient présents dans cette salle, et qui avait permis de débattre sur les orientations que nous pouvions envisager dans le cadre de l'élaboration de ce budget pour l'exercice 2019. Donc le choix qui est ressorti à travers les différents temps de travail qui ont été initiés, c'est véritablement de contenir la pression fiscale sur notre territoire communautaire, sachant que cette pression fiscale coïncide avec une véritable politique de rigueur qui est conduite par chacun des services de la communauté d'agglomération. C'est vraiment ce qui a été le cas en 2018. Et on peut le dire ce soir, d'ailleurs nous pourrons le vérifier par les chiffres qui seront donnés par David Juquin, cette politique dite de rigueur a été payante, puisqu'elle a permis à notre collectivité de contenir la baisse de notre capacité d'autofinancement net. Cette baisse est vraiment contenue. On avait eu l'occasion d'évoquer lors de la plénière les chiffres de nos voisins, et on s'aperçoit qu'à l'échelle du département de la Manche, nous sommes le PCI qui maintient le mieux sa CAF, sa capacité d'autofinancement, qui est vraiment l'indicateur qu'il faut garder en tête lorsqu'on évalue finalement l'exercice budgétaire échéant. Donc, elle était d'1 million d'euros, elle est passée ensuite à 2 900 000 euros en 2017, lorsqu'on a consolidé notre budget, et elle était d'1 900 000 en 2018. On peut espérer qu'elle reste stable cette année. Alors, pour rappel, cette baisse s'explique en grande partie par des facteurs exogènes à la gestion de notre collectivité, dont j'en énumère quelques-uns de ces facteurs: baisse de dotation d'intercommunalité, baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, fin des contrats aidés, des sujets qui ont été particulièrement brûlants ici et là, répartition défavorable du FPIC, en effet, qui n'a pas été bénéfique pour nous, prime de compensation de la CSG, et ainsi de suite. Et bien que le bilan financier 2018 soit positif par le maintien du niveau d'endettement de la collectivité et du ratio des endettements, qui est toujours sous la barre des 8 années, ce qui est plus que convenable si on s'en tient aux grandes prescriptions qui sont données par les chambres régionales des comptes, qui précisent qu'une bonne gestion de collectivité doit afficher un ratio des endettements aux alentours des 7 à 8 ans, mais dans le peloton de tête des bons élèves. Au-delà de 10 ans, ça devient critique, et puis bien au-delà, c'est franchement difficile. Donc on tient ce cap du ratio des endettements sous la barre des 8 années. Donc il n'empêche que les contraintes financières exercées sur nos collectivités vont continuer durablement, on le sait bien. C'est une réalité forte que l'on peut observer à l'échelle nationale. Donc en témoignent les baisses d'enveloppe importantes qui ont été entérinées par la loi de finances 2019. Avec ces projets de loi qu'on voit d'année en année se profiler montrent que l'horizon, malheureusement, ne semble pas se dégager, avec donc la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, qui ne sont malheureusement pas à notre avantage, encore une fois. Donc s'agissant de la réforme fiscale en cours, nous n'avons malheureusement pas d'éléments tangibles à vous proposer ce soir, vous le savez tous, malheureusement. Nous naviguons un petit peu à vue. C'est pour ça que ce budget 2019 qui vous sera présenté ce soir pour vote, pour approbation, du moins on peut l'espérer, c'est pas débile, se fonde sur des hypothèses prudentes. C'est le choix qui a été fait avec le service des finances de la communauté d'agglomération et la direction générale des services. On part sur des hypothèses de dotation, des hypothèses basses, de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est vrai qu'il est toujours délicat de voter un budget communal ou intercommunal sans avoir les notifications définitives. C'est quand même un peu douteux comme exercice, mais malheureusement, c'est le système à la française que nous subissons d'une certaine manière.
Donc nous partons sur des hypothèses de recettes prudentes, comme je le disais à l'instant, en termes de dotation, et ce budget, quoi qu'il en soit, s'inscrit dans la continuité du précédent, à savoir une nécessaire limitation de nos dépenses de fonctionnement, comme pour 2018. Il était en effet important que nous puissions poursuivre les efforts de contraction de nos dépenses de fonctionnement et aussi actionner tous les leviers à notre position pour éviter ce fameux effet ciseau que nous avons malgré tout réussi à juguler depuis 2 ans. C'est quand même la bonne nouvelle, c'est que l'effet ciseau, même s'il reprend toujours une menace, il n'est plus réellement palpable aujourd'hui dans notre gestion budgétaire. Donc cette limitation de nos dépenses s'étend à toutes les dépenses de fonctionnement de la communauté d'agglomération, à savoir un gros chapitre qui est celui des charges à caractère général, le 0,11, le 0,12 des charges de personnel. Vous verrez qu'on est vraiment dans une stabilité assez exemplaire. Et puis on n'oublie pas le chapitre 65 avec les subventions aux associations qui constituent aussi un poste de décence assez important, avec, je pense qu'on aura l'occasion de l'évoquer, des associations qui rendent des missions de service public au nom de la collectivité et pour lesquelles les charges augmentent, bien évidemment, du fait de la fin des CAE par exemple, et d'autres mécaniques où nous avons du mal à juguler. C'est vrai que Jean-Pierre aura l'occasion sans doute de s'exprimer sur le sujet. Il y aura sans doute dans les mois qui viennent un audit un peu plus fin à réaliser de façon à voir avec ces associations qui sont un peu le bras armé de notre collectivité la manière d'optimiser leur consommation de crédit, pour faire simple. Et on sent qu'il y a ici sans doute une optimisation à trouver. Donc en effet, nous devons rechercher toutes les sources d'économie possibles et prioritairement des sources d'économie sur des dépenses qui ne se détériorent pas au niveau de services publics que nous devons continuer à assumer et que nous rendons à l'usager, et surtout en étendant nos marchés publics aux dépenses récurrentes de la collectivité. On sait qu'il y a des marges de manœuvre aussi en termes de téléphonie, de carburant. On peut s'inspirer du travail qui avait été fait dès la première année autour des assurances, par exemple, un travail qui avait été conduit par Gilbert Badiou et qui va amener des économies substantielles. Voilà, puis il ne faut pas oublier les éventuelles recettes supplémentaires à aller chercher par le mécénat ou la revalorisation de certains tarifs qui existent ici et là. Donc voilà le tableau général que je voulais brosser avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet avec ces points réglementaires qu'il nous faut examiner. Commencer par l'adoption des comptes de gestion pour l'exercice 2018, ensuite l'adoption des comptes administratifs, l'affectation des résultats, les votes de taux de fiscalité, jusqu'à ensuite le vote du budget 2019. Voilà, donc David, je te laisse la parole. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous questionner bien évidemment, mais aussi à demander l'éclairage de M. Sergent, qui nous fait l'amabilité d'être présent à nos côtés ce soir. C'est un exercice qui n'est pas simple, quand on est fonctionnaire d'un service de l'État, de se présenter face à une assemblée aussi importante. Même si je sais qu'en tant qu'élu, vous êtes régulièrement amené à questionner la trésorerie, là, pour M. Sergent, c'est sans doute un peu impressionnant. Bien, voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer directement à la première question, en laissant la parole à David Duquin. Merci David. Donc, ce que je vais vous proposer pour cette présentation, c'est plutôt une présentation globale qu'on a présentée en commission finance et en comité, en réunion de bureau dernièrement. D'avoir une présentation plutôt globale avant de passer au vote de l'ensemble des propositions de ce soir. Donc je ne vais pas non plus vous faire des lectures de chiffres. Je pense que le mieux c'est plutôt de ressortir des chiffres. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir. On est là pour en discuter sans aucun souci. Donc vous l'avez reçu, je pense, dans vos enveloppes. Vous avez l'ensemble des comptes de gestion donc, du receveur et les comptes administratifs de l'ordinateur qui sont identiques. M. Sergent est là pour m'en approuver. Notons toutefois un écart sur la reprise des résultats entre exercices comptables, notamment suite à la fusion, qu'il sera proposé de régulariser entre le compte administratif 2018 et le BP 2019. Bonne nouvelle parce que ça va dans l'autre sens. Il y a plus 56 810,17 €. On verra juste après quel budget sera concerné.
Donc voilà, sur la présentation, les comptes de gestion sont conformes aux comptes administratifs. Donc là, si vous avez des questions sur cette partie-là, on va reprendre après budget par budget. Donc sur la lecture comptable des chiffres du compte administratif du budget principal, on voit qu'on est à 53 989 942,63. Vous avez le détail chapitre par chapitre. Sur les recettes de fonctionnement, on est à 56 443 000, ce qui nous fait un résultat de l'exercice 2018 à 2 453 000, un report de 2017 à 4 694 000, soit un résultat de fonctionnement cumulé à 7 148 000. On a toutefois un taux de réalisation sur les dépenses réelles de fonctionnement de près de 99%. On a quasiment un budget qui est quasiment sincère, un BP qui est quasiment sincère. Conformément au DOB, on a eu un niveau d'investissement qui est resté soutenu sur l'année 2018, avec environ 10 millions d'euros quand même, et avec un niveau de réalisation à hauteur de 70%. On vous a fait quelques présentations graphiques qui soient plus lisibles, plus acceptables pour ceux qui rentrer dans les chiffres. Donc on voit que sur les dépenses de fonctionnement, 29% représentent les charges de personnel, 26% les charges à caractère général, 22% les atténuations de produits, 21% les autres charges de gestion courante et 2% sur les charges financières. Pour la partie recettes de fonctionnement à 56 millions, nous avons 60% qui représentent les impôts et les taxes, 31% dotation, subventions et participation, 6% les produits et services et 3% les autres produits de gestion courante. On a une lecture analytique des chiffres du compte administratif et du budget principal qui vous est proposé, de façon aussi un peu plus graphique, où on reprend en fait sur la partie haute. Merci. Donc sur la partie haute, vous avez le budget de fonctionnement, sur la partie basse, vous avez l'investissement. Donc ça reprend exactement les mêmes chiffres que vous aviez. Donc sur la partie droite, on voit les recettes réelles à 56,26, les charges réelles à 50,47, les charges financières à 0,99 et l'épargne brute, la CAF, qui ressortent à 4,8 millions. Cette CAF est intégrée en recettes d'investissement, et ce qui nous donne donc 4,8 millions en épargne brute, 2,8 millions en subvention, du FCV de TVA à hauteur de 1,43, des emprunts à hauteur de 3 millions d'euros, d'autres recettes à 0,34, et on a pris sur le fonds de roulement 2,35 millions d'euros, comme ça avait été prévu. En dépenses d'investissement, on retrouve le capital de la dette à hauteur de 2,9 millions, des autres immobilisations financières pour 1,55 million, et les dépenses d'investissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à hauteur de 10,27 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a ressorti. On voit l'évolution de notre épargne de gestion sur le CA 2017 qui était à 6,6 millions, qui est passé à 5,7 millions, des épargnes brutes passées de 5,6 millions à 4,8 millions, et une épargne nette qui est passée de 2,9 millions à 1,9 million, comme l'a expliqué tout à l'heure le Président, avec des choses exogènes dues à des choses exogènes, et je ne reviendrai pas sur le détail de ce qui a été présenté, ce qui nous donne aujourd'hui un ratio de désendettement. On était à 5,75 l'an passé, on est à 7,06, on est toujours sous le seuil de 8 ans, en dessous du seuil de vigilance. On remarque quand même que sur le fonds de roulement de la collectivité est passé de 3,05 millions à 0,7, c'est le choix que nous avions fait pour maintenir un niveau d'investissement important, ce qui nous fait donc un fonds de roulement à hauteur de 706 000 euros, divisé par le nombre de jours, on a un ratio de couverture des dépenses à hauteur de 3,95, ce qui est très faible quand même, je tiens à le dire, ce qui nécessite quand même d'avoir une gestion active de notre trésorerie pour ne pas avoir de difficultés. Vous avez ensuite une synthèse des budgets annexes et propositions de correction des résultats de reprise, c'est les fameux 56 810,17 euros tout à l'heure. Donc le budget atelier relais concerné pour 45 696,97, le zone d'activité pour 11 114,03, 30 centimes pour le panneau photovoltaïque et l'abattoir pour 53 centimes. Donc il vous sera proposé de corriger tout ça et de l'intégrer dans nos budgets. Pour l'affectation des résultats N-1 au budget primitif, il vous est simplement de proposer d'affecter du résultat de fonctionnement à la section d'investissement le minimum réglementaire déterminé comme suit. Je ne vous fais pas lecture, mais en fait on compte juste le déficit d'investissement par l'écart de notre fonctionnement. Ce qui nous donne la lecture que vous avez là, budget par budget. Donc je rappelle qu'on a le budget principal, 9 budgets annexes pour tout ce qui est compte administratif, et on a un nouveau budget qui apparaît au 1er janvier 2019, celui de la GEMAPI qu'on verra tout à l'heure. Je ne sais
pas si je peux faire un petit point d'étape ici jusqu'à ce niveau-là. Pour l'affectation des résultats, je pense que ça ne pose pas de difficulté. C'est assez réglementaire et assez mécanique. Donc je poursuis. Donc la reprise des résultats financiers du SMEP d'Ébocage. Vous le savez, le SMEP d'Ébocage, sur une partie de notre territoire, était encore existant. Suite à la prise de compétence au 1er janvier 2019 de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif, ce SMEP a été dissous au 1er janvier. Il vous est proposé la reprise des résultats du SMEP, qui s'est effectuée par correction des résultats du budget annexe communautaire qui était déjà existant, et on intègre le SMEP d'Ébocage, ce qui vous donne la lecture que vous avez ici. Donc pour SMEP, on a un total de résultats de fonctionnement à 24 000 €, 48 430 sur le budget annexe de la communauté d'agglomération, ce qui nous porte à un total à 73 294,26. Sur la partie investissement, on a 1621,97 pour la partie SMEP, 2870,99 pour la partie SPANC, ce qui nous donne un total de 4500,96. Le total général de la collectivité pour la partie SMEP est à 26 485,33, 51 309,89 pour la partie budget SPANC Mont-Saint-Michel-Normandie, ce qui nous donne un total général pour la collectivité de 77 795,22. Alors, l'approbation des taux de fiscalité locale et de la TOM. Donc, on vous rappelle qu'il y avait eu une plénière spécifique qui avait été faite sur la partie présentation du budget général et sur la partie assainissement. Donc, suite à cette plénière, l'Assemblée était favorable au scénario numéro 1, comme ça avait été le cas dans le cadre du DOB. Donc, il vous est proposé de maintenir le même niveau de fiscalité, pas d'augmentation d'impôts, comme corollaire. Par contre, avec aussi des dépenses de fonctionnement avec plus de 2%. Et ça, il y a un vrai travail à faire sur cette année 2019, de rester dans ce cadre-là, d'une évolution des dépenses de fonctionnement à hauteur de 2%, tout chapitre inclus, que ce soit les charges à caractère général, que ce soit la masse salariale, donc c'est ce qu'on s'est fixé. Et un niveau d'investissement plafonné à 11 400 000 € en reste à charge sur la période 2019-2021. Donc on vous rappelle le maintien des taux et les taux qui sont présentés. On est sur une taxe d'habitation à 11,15%, du foncier bâti à 5,22%, du foncier non bâti à 16,49% et une CFE à hauteur de 22,82%. Il vous sera proposé également la proposition des taux de TOM inchangés pour cette année 2019. Vous savez qu'on a 16 taux de TOM différents sur l'ensemble du territoire. Un travail doit être mené avec les finances et aussi Peggy Cochard en charge de l'environnement et de ce dossier-là plus particulièrement. C'est des dossiers qu'on a eu le temps d'aborder déjà l'année dernière et qu'on a souhaité prendre le temps un petit peu de la réflexion et que ça sera fait sur une plénière spécifique fin juin, début juillet. Donc il vous est proposé de maintenir cet taux de TOM, donc pas d'augmentation de cette partie-là. Et voilà, on vous rappelle un peu, vous avez une cartographie pour vous rappeler un peu les différents zonages qui existent. Voilà. On sait qu'on a un gros travail de fond là-dessus à faire et je pense que tout le monde pourra participer un petit peu à ce débat et au choix qu'on devra faire pour l'année 2020. L'idée un petit peu en ligne de mire pour nous étant d'avoir un budget annexe dédié sur la partie TOM, quand on sait que la TGAP va augmenter très fortement et ça donnera une meilleure lisibilité sur ce budget qui aujourd'hui est intégré au budget général. Donc, on vous rappelle un peu le processus pour l'approbation du budget primitif 2019. Donc, ce budget primitif que nous allons voter ce soir fait suite à un bon nombre de préparations préalables. Il a commencé le 1er octobre 2018. Vous saviez que le 25 septembre dernier, nous avions approuvé un règlement budgétaire et financier qui donnait un peu l'échéancier et le mode opératoire de cette préparation budgétaire. Donc, il y a une présentation de différentes directions thématiques et responsables budgétaires et une lettre de cadrage budgétaire. Octobre-novembre, préparation par les services du budget de leur structure. Décembre, travail concerté entre les directions thématiques et les services pour effectuer les premiers arbitrages budgétaires pour s'assurer du bon respect de la lettre de cadrage. Janvier, on a eu un débat d'orientation budgétaire définissant les grandes lignes financières de la collectivité au regard de ses marges de manœuvre financières. En février, des arbitrages politiques finaux pour mettre en cohérence les budgets présentés en conseil avec les orientations données lors du DOB. Mars, ça sera la présentation des budgets dans les différentes commissions. Et le 28 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, présentation du budget
et vote du budget. Voilà, je pense que c'est essentiel aussi que vous ayez cette lecture-là, comment se montait le budget et le travail qui était fait entre les différentes thématiques et le service finance. Donc ce budget, c'est l'aboutissement de près de 6 mois de travail, avec des règles adoptées en septembre dernier dans le cadre du règlement budgétaire et financier. D'un point de vue administratif et technique, ces nouvelles modalités de fonctionnement ont impliqué le déploiement de l'outil comptable auprès de 80 responsables budgétaires. Et réalisé en interne, puisque nos collectivités ne disposent pas de services informatiques. Le paramétrage individuel du logiciel pour chaque utilisateur, réalisé en interne. Chaque responsable budgétaire dispose de droits d'accès personnalisés lui permettant de suivre son budget selon une analytique propre. Et un accompagnement important auprès des services sur l'utilisation de l'outil sur les respects comptables du premier niveau. En fonction des anciennes communautés de communes, le degré d'implication des agents dans la préparation et le suivi budgétaire était différent. Et c'est ce sur quoi il faut tendre. Au total, le budget principal correspond à la consolidation de 5050 lignes de saisie sur l'application comptable. Vous voyez un peu le travail que ça va représenter. On vous rappelle, pardon, j'ai tourné un petit peu trop vite. Non, c'était bien, c'est d'après, voilà. Donc, après 2 années d'existence, l'architecture budgétaire de l'agglomération est posée et stabilisée au regard des obligations réglementaires. Donc, définition de l'intérêt communautaire au 1er janvier 2019, impliquant sur le budget principal de l'agglomération des restitutions communes ou des transferts compétences à l'agglomération. On aura encore un travail de collecte à faire sur le prochain trimestre, mais on voulait déjà se concentrer sur le vote du budget et on viendra à travers les pôles pour voir cette collecte et les modifications qui ont lieu au 1er janvier. Et sur les budgets annexes PAN qui est assainissement collectif, donc l'extension de la compétence sur l'ensemble du territoire, ce qui a engendré quand même derrière des reprises de 25 budgets d'assainissement collectif et le budget du SMEP bocage en non collectif. Donc un travail important qui a été travaillé en amont avec les communes et un gros travail au niveau des services finances de la collectivité. Donc on a aussi le transfert de l'État aux collectivités territoriales de la GEMAPI, donc volonté de créer un budget annexe GEMAPI que nous avons voté ici même, pour retracer les dépenses et les recettes de cette compétence. Ce qui nous fait un rappel des budgets communautaires 2019, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le budget principal et 10 budgets annexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la lecture parce qu'on va vraiment prendre budget par budget juste après. Donc, je vais faire un petit point d'étape ici, si vous avez des questions dans la lecture. Oui, Xavier. Xavier Tassel, on va donner un micro. Ou pas. C'est bon, c'est bon. J'ai eu peur à l'ascension. Non, juste une petite question. Tu parles justement d'une maîtrise des dépenses de fonctionnement à hauteur de 2%. Si une partie du budget général devient un budget annexe, comment se passe cette maîtrise des 2%? Alors, rappelle-moi ta question. Si une partie du budget principal devient budget annexe, il n'y a pas de... Par exemple, si on décide de créer un budget annexe pour les ordures ménagères, par exemple. Ouais, déjà, le temps que ça se fasse, il faut déjà un petit peu avoir une harmonisation au niveau des taux de TOM. Si on le faisait promptement, d'un seul coup, ce serait un petit peu compliqué. Il y a des mécanismes de neutralité sur lesquels il va falloir qu'on travaille. Et en général, quand on transfère des choses, c'est à la date du 1er janvier. Il n'y a pas de transfert en cours d'année d'une partie du budget général. Je serais tenté aussi de rappeler une règle simple, c'est qu'un budget annexe reste un budget de la communauté et de l'EPCI en question. C'est une facilité comptable qui permet de flécher les dépenses, les lignes ordinaires de la maquette à laquelle nous sommes soumises dans le cadre de l'exercice d'une compétence. Mais c'est un outil de contrôle plus important, sans doute, de la direction qui est en charge de ce budget annexe. Ça reste un budget communautaire. Donc les contraintes budgétaires qui sont définies dans le cadre du vote d'un budget, j'espère le cas ce soir, ne donnent pas plus de liberté à la direction qui gère le budget en question. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer qui dit budget annexe dit voilà un service qui fonctionne quasiment tout seul de son côté. Et en fait non, tout ça est rattaché à la direction générale des services, à la même direction des finances, donc le contrôle reste le même. Et au contraire, je serais tenté de dire que le contrôle est encore meilleur puisqu'on va aller dans le détail de chaque ligne de ce budget annexe dans le cadre des finances, du bon contrôle des finances de la collectivité. Et je comprends parfaitement ta question. C'est bien que tu l'aies posée.
mais il arrive que les budgets annexes, des fois, soient abondés par le budget général sur des soldes qui sont négatifs. Et je crois que notre budget, c'est 340 000 € par an qu'on verse sur les budgets annexes. Donc il y a quand même une corrélation. Mais l'idée, c'est bien d'avoir des budgets annexes transparents. On voit bien l'état des dépenses et des recettes. Mais je pense que pour la TOM, c'est au moins 1 ou 2 ans de travail avant d'avoir une déconnexion du budget général. Y a-t-il d'autres questions sur cette première partie de présentation? On laisse la main à David. Donc une proposition de BP 2019, donc sur la sélection de fonctionnement, donc toujours dans le cadre des 2%. Donc on vous rappelle le BP 2018, le BP 2019, donc on serait sur plus 419 480 €. Donc conformément au DOB, il vous est proposé une stabilisation des dépenses de fonctionnement à hauteur de plus 2%. Notons toutefois des charges induites par la mise en œuvre de nouveaux équipements et de nouvelles actions. Donc la salle de sport de Pontorson est estimée à plus 37 000 € de coût de fonctionnement. Une année pleine du Forum du Mortenay pour plus 25 000 € de coût de fonctionnement. La télémédecine pour plus 8 000 €. Le tiers-lieu pour plus 25 000 €. Le PLH pour plus 60 000 €. L'OPRH pour plus 184 000 €. La démarche PESL pour plus 75 000 €. S'agissant du service déchets, il est nécessaire de préciser que l'évolution des dépenses inhérentes aux révisions des prix, TGAP, hausse de tonnage, plus 164 000 € est couverte par des recettes supplémentaires, notamment recettes liées à l'instauration de la redevance spéciale. Dans le domaine de l'enfance, on constate également une hausse de 171 000 € qui s'exprime pour partie par une fréquentation plus importante des accueils collectifs de mineurs, dépenses compensées toutefois par des aides complémentaires de la CAF. Donc voilà sur ce chapitre 11. Sur le chapitre 12, donc sur les charges de personnel, on est pareil sur une évolution, comme dans le cadre du DOB, à plus de 2%, ce qui implique de ne pas procéder au recrutement de personnel supplémentaire, sauf le coordonnateur jeunesse financé par la CAF et le GEMAPien, qui est financé par le budget annexe GEMAPI. Les créations de postes éventuelles devront faire l'objet d'une décision modificative du 0,12. Donc on était sur un BP 2019 à 15 053 000, on rajouterait plus 103 062 € pour arriver à un BP à 15 156 315 €. Sur les autres charges de gestion courante, donc vous voyez l'évolution, on sera à moins 280 525 €. On vous explique ce qu'il y a dans ce chapitre. Donc on a la participation aux organismes pour 1 194 000 €. Des dépenses liées au transport, 3 781 000 €. Vous savez, c'est le passage de la compétence transport, qui était départementale, qui est repassé au comité d'agglomération et qui a été délégué au niveau de la région. Donc on a récupéré des dépenses nouvelles, mais on a aussi récupéré des recettes. Là, dans l'étude qui est faite là, on a des dépenses à hauteur de 3 780 000 € et des recettes à hauteur de 3 600 000 €. Là, on voit qu'on a quand même été impacté aussi de 180 000 € sur cette partie-là. Au chapitre 65, on a aussi des reversements aux communes pour compensation de la perte de DGF à suppression des contingents d'aide sociale pour 650 000 €. Nous avons aussi là-dedans la participation au SDIS, service départemental d'incendie, pour 2 859 750 €. Et on a l'enveloppe des subventions aux associations qui représente 1 082 880 €. Donc enveloppe 2018 qui a été retraitée suite à des transferts vers les communes, avec les attributions de compensation qui aujourd'hui sont estimées mais pas encore travaillées, et qui feront peut-être l'objet d'une délibération en cours d'année pour prendre une décision modificative sur cette partie-là. Et à noter qu'un dépassement de cette enveloppe devra faire l'objet d'une décision modificative budgétaire. Les charges financières, donc on était à 1 079 000, réalisé 980 124, on part sur un BP 2019 à 1 071 200 €, diminution liée à l'amortissement classique des emprunts. Donc là-dessus, pas de difficulté, je pense. Sur les charges exceptionnelles, on avait prévu 40 000, on a eu de réaliser 37 029 €, là au BP 2019 on prévoit 68 175 €.
plus 28 175 euros du coup. Nos dotations aux amortissements, on est parti sur les mêmes sommes, soit 2 473 215 euros. Alors, sur les atténuations de produits, vous voyez l'évolution quasiment stable. On était à 11 185 000, on sera à 11 163 000. Dedans, on retrouve la restitution de la taxe de séjour pour l'EPIC pour 577 500 euros. Les attributions de compensation pour 10 73 731 euros. Et le reversement du FNGIR pour 499 876 euros. Il vous est indiqué que ce montant devra être revu en fonction des travaux de la CLEC qui vont avoir lieu au cours du deuxième trimestre 2019. On passe à la partie recettes. Donc les annulations de charges, on est sur une enveloppe constante, BP 2018, BP 2019 à 50 080 euros. Il est rappelé que la communauté est auto-assureur sur la maladie. Les arriérés de remboursement maladie ont eu lieu en 2018. Produits des services, donc c'est ce qui est facturé à l'usager. On a eu un réalisé à 3 307 858, on prévoit au budget 2019 3 298 366. Principalement, nous retrouvons des recettes dues pour l'enseignement artistique pour 267 410 euros. La gestion des déchets d'1 301 810 euros, dont la redevance spéciale que je vous ai parlé tout à l'heure pour 702 000 euros. L'enfance pour 636 800 euros, ce sont des redevances et droits des services. Et les équipements sportifs, 346 000 euros, qui correspondent aux droits d'entrée des piscines. En impôts et taxes, il est prévu au BP 2019 34 357 775 euros, qui se décompose ainsi. La tonne pour 5 644 833 euros. La taxe d'habitation foncier bâti et non bâti pour 20 461 000 euros. La CVAE pour 4 210 000 euros. Les IFER pour 925 489 euros. La taxe de séjour qu'on a vu tout à l'heure en dépenses qui a versé l'EPIC, qui la rentre en recette pour 577 500 euros. La taxe sur les surfaces commerciales pour 958 000 euros. Et l'attribution de compensation reçue des communes pour 297 219 euros. Donc, bien sûr, suite au travail de la CLEC, il y aura un modificatif s'il y a des choses qui vont dans l'autre sens. Les dotations et participations, on est à plus 93 057 euros, pardon. Donc on prévoit au BP 2019 16 756 348 euros. Là-dedans, on retrouve de la compensation de la taxe d'habitation, taxe foncière et cotisation économique territoriale pour 1 148 142 euros. Dotation et de compensation de groupement de communes pour 3 076 000 euros. Les dotations globales de fonctionnement, aujourd'hui non notifiées, pour 3 898 000 euros. Le fonds départemental de la taxe professionnelle à 241 350 euros, mais qui n'est pas notifié à ce jour. La participation aux autres organismes, 4 116 052 euros. On retrouve dedans les aides de la CAF et les participations des éco-organismes principalement. Participation de la région au transport scolaire pour 3 600 624 euros. Sur les autres produits de gestion courante, on voit l'évolution à plus 63 284 euros. On est sur un BP à 1 312 846 euros. Principalement, dedans, on retrouve la location des logements, la gendarmerie et la maison de santé. En section de fonctionnement, donc autres produits de gestion courante au chapitre 042, on reste sur la même stabilité, c'est des opérations d'ordre liées à l'amortissement des subventions. Donc la proposition de BP, de façon globale, le montant des recettes de fonctionnement serait à 55 960 045 euros. Des excédents 2018 reportés en section de fonctionnement pour 803 655 euros, ce qui donnera un total des recettes de fonctionnement pour 56 763 700 euros. 6 344 991 des excédents de fonctionnement déduits ont été affectés à la section d'investissement afin de minorer le besoin d'emprunt 2019. Donc
conformément au débat d'orientation budgétaire aux orientations qui ont lieu, il est nécessaire de limiter le volume d'investissement du budget principal à 11 400 000 € en termes de reste à charge sur la période 2019-2021, soit 21 150 000 de dépenses pour 9 750 000 de subventions. Au regard de cette limitation financière, il est indispensable d'avoir la certitude des financements, notification des subventions sur les projets avant le lancement des opérations. Sont inscrits au budget primitif 2019 le solde des opérations engagées 2 444 094. On retrouve dedans principalement le complexe sportif de Contenson, la maison de santé de Sartilly, les études sur la Côme, le tiers-lieu, le solde des subventions accordées aux entreprises et les documents d'urbanisme. Les principales opérations qui figurent dans la liste ci-après. Donc là, je ne vous fais pas lecture, vous avez l'ensemble des... C'est trop petit? On n'a pas fourni la loupe. Vous voulez que je vous fasse lecture? Dans les grandes masses, on est sur un domaine économique pour 453 000 €, des équipements touristiques pour 1 million... Mais moi j'ai du mal à dire. 1 520 000 €, en santé pour 245 000 €, en fin jeunesse pour 427 000, gestion des déchets pour 627 000, équipement culturel pour 500 000, équipement sportif et de loisirs pour 1 065 000, documents d'urbanisme pour 113 000, l'habitat pour 440 000, numérique et fibre optique pour 59 041 €, l'action sociale pour 50 000 €. Ce qui donne un total des principales opérations à 5 509 874 €. S'agissant donc de l'école de musique de Saint-Hilaire, du PSL Anne-Mortin et du pôle enfance de Contenson, il sera nécessaire d'ouvrir préalablement à la notification des marchés des autorisations de programme et de crédit de paiement avant le lancement des opérations. Les APCP prendront en compte le coût définitif des opérations après appel d'offres ainsi que la planification des projets avec leur financement. Donc, en section d'investissement, on serait sur un remboursement du capital de la dette à 3 803 000, des restitutions de subventions pour 86 000, travaux acquisition en opération pour 7 200 000, plus 2 400 000 de reste à réaliser, des amortissements pour 141 000, et des opérations patrimoniales pour 200 000, soit un déficit d'investissement et avec un déficit d'investissement reporté de 6 400 000. Donc, en partie recettes d'investissement, donc la section d'investissement s'équilibre à 19 513 792. On retrouve dedans 4 324 000 d'opérations d'ordre entre sections, 1 485 000 € de FCTVA, 8 280 € de caution, 1 848 446 de subventions, plus 1 884 187 de reste à réaliser, 200 000 € d'opérations d'ordre patrimonial, un emprunt à hauteur de 2 912 755, l'affectation des résultats L-1 à hauteur de 6 300 000 et 505 950 €, dont avance remboursable du budget complexe équin. On le verra tout à l'heure dans le complexe équin. Vous savez qu'on avait pris une délibération l'année dernière d'avancer du budget principal sur ce budget annexe le temps de recevoir les subventions. Et donc on rééquilibre cette année sur le BP 2019. Avant de rentrer dans les budgets annexes, je peux faire une pause sur le budget général si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de commentaires. Je pense que tu peux... Alors soit tu as endormi tout le monde, soit c'est clair. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Bon, on a essayé de vous faire ressortir plutôt les choses principales de chaque chapitre. Ça me paraît plus clair que ça, que de vous lire juste les chiffres. Ça va être pareil sur les budgets annexes, vous allez voir qu'on vous a fait sortir les principales opérations et les principaux mouvements qu'il peut y avoir sur ces budgets annexes. Que je vous propose de balayer. Ah, il y a une question. Pardon. Donc, Loïc Desdois, adjoint au maire de Chaulieu. J'aurais aimé savoir, je voudrais surtout que le belvédère de Chaulieu soit entretenu, mis aux normes, et puis les travaux de peinture soient faits, parce que du haut de Chaulieu, certes il n'y a que 300 habitants, mais on va Mont-Saint-Michel, par temps clair, bien entendu.
Donc j'espère qu'il y a longtemps que je demande. Cette fois, je pose la question encore un peu plus pertinente. Voilà, j'aimerais bien. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps avec un autre élu qui est dans la salle. Juste en face de moi, la Gilbert, on est passé pour voir un peu la... Alors c'est vrai qu'on est tout à fait conscient de l'intérêt touristique du lieu. Alors c'est vrai qu'il y a des gros travaux d'entretien à faire. Gros travaux. Alors, les services techniques sont dessus. Néanmoins, alors c'était prévu qu'on se revoie parce que Gilbert, la réflexion qu'on se faisait, c'est qu'on a un peu le sentiment que c'est la peinture qui reste encore qui tient la structure. Les bois sont quand même assez endommagés. Enfin, faut dire ce qui est, hein, c'est quand même très exposé et le bois est quand même en mauvais état. Donc, toute la structure porteuse en alu ou en galvanisé est plutôt bonne. Je pense qu'il y a un travail important à voir. Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de faire de la peinture. Il faut commencer au par la structure. Voilà. Et voir mais il faut savoir que je suis souvent rendu dans le haut de Bourg, et donc on voit souvent des touristes passer quand même. Soit en vélo, des touristes, des étrangers. Certes, il n'y a pas de commerce là-haut, mais bon, voilà. Non, mais en termes d'attractivité touristique, on est d'accord. C'est reconnu, pas le nom de la Manche, quand même, il faut le savoir. Alors, et pourtant, clair, on va le Saint-Michel. C'est vrai. Et bon. Gilbert pourra confirmer à l'école. David, tu veux répondre sur les inscriptions dans le PPI? Tout à fait honnête. C'était pas forcément prévu le budget. Il y a un travail qui doit être fait encore. Je sais que c'était remonté parce qu'avec Catherine on avait parlé. Il y avait deux choses sur du matériel acheté sur l'auberge. Il y avait d'autres dossiers que tu m'as parlé hier matin. Celui-ci pour l'instant n'est pas inscrit. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir un petit peu une présentation plus globale en réunion de bureau pour voir vraiment l'étendue des travaux qu'il y a à faire. Alors, c'est vrai que le Belvédère, on en avait déjà parlé l'année dernière, il n'y avait pas de financement pour, donc on est allé regarder un petit peu plus près. Donc effectivement, il y a une partie sécurisation qui est indispensable, et puis une partie peinture-embellissement qui, elle, n'est peut-être pas forcément indispensable cette année. Donc c'est ce que j'avais dit à David, il faudrait au moins pouvoir passer cette année la partie sécurisation. Et donc là, on attend le vote du budget, on va faire passer la Socotec, qui va nous dire un petit peu ce qu'il en est. Et on a déjà des devis, mais des devis qui étaient importants. Donc on voudrait refaire des devis sur la partie sécurisation. Je parle bien de la sécurisation cette année. Si c'est possible, je parle au conditionnel, puisque j'en ai encore reparlé à David Juquin hier, en disant pour moi ça me semble indispensable de passer ça cette année. Sinon, si la Socotec ne valide pas, il y a le risque qu'on ferme le site pour des raisons de sécurité. Alors, nous sommes plusieurs dans la salle à avoir des soucis en tant que maire dans l'entretien de monuments à vocation touristique, notamment des églises. Alors là, c'est pas le cas de Belvédère, c'est pas une église, on est d'accord, les budgets sont beaucoup importants. Il y a une chose qui commence à devenir une sorte de moyen de trouver des fonds, c'est le mécénat. Et je pense qu'il y aurait peut-être, via la Fondation du patrimoine, qui fait qu'on soit sur un site remarquable, moyen aussi de lever des fonds permettant de développer le projet. Les sources de cofinancement de cette nature méritent d'être explorées également. Et encore une fois, on a bien conscience, que ce soit Catherine ou moi, sur le volet touristique, que le Belvédère de Chaulieu mérite non seulement d'être entretenu, mais de valoriser aussi d'une manière peut-être plus ambitieuse. Et comme je le disais en introduction, là il y a vraiment une question de structure qui se pose, c'est pas seulement encore une fois un coup de peinture à donner, on est un peu au-delà. Et c'est loin d'être tombé aux oubliettes. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... Alors il y a Thierry Lemoine qui lève la main. Et merci, je voudrais revenir sur la page précédente, la page 21, sur les dépenses en section d'investissement, travaux, acquisition hors opération, 7 198 922, plus 2 444 095 euros de restes réalisés. Je voudrais savoir l'information sur les restes réalisés. Quelle opération? La salle de sport de Pontorson, vous l'aviez juste avant en fait, sur la page 20. Les opérations, le solde des opérations engagées, si vous pouvez revenir sur la diapo tout à l'heure. Bah, c'est un petit peu loin. Mais vous l'avez à la page 20 en fait. C'est marqué solde des opérations engagées, il y a 2 444 000 euros. Vous avez principalement le complexe sportif de Pontorson,
la maison de santé de Sartilly, l'étude de la COM, le tiers-lieu, le solde des subventions accordées aux entreprises et les documents d'urbanisme. Merci. D'autres interventions? Monsieur Sergent, pas de commentaire particulier. Pour l'instant, ça va. Bien, donc on continue. Ah, une question? Oui, c'est Alain Bachelier. Une remarque au niveau des taux d'imposition, au niveau des ordures ménagères. Je trouve entre 4 et 12%, ça fait des différences importantes au niveau des secteurs. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on y travaille sur le deuxième trimestre 2019. Oui, mais c'était l'engagement qui avait été fait dès le départ de la communauté de communes, et ça fait presque 5 ans, et on est toujours sur le même scénario. Alors au sein de la communauté d'agglomération, ça fait 2 ans. Oui, mais il y a des valeurs locatives qui rentrent en jeu aussi. Oui, oui, tout à fait. Et tout ça, ça sera étudié, expertisé, et voir l'impact que ça peut avoir d'harmoniser tout ça. Alors Alexis Sanson, qui on apporte un micro. Par rapport à la valeur locative, j'ai vu dans la presse il y a environ un mois que le gouvernement pensait à revoir leur copie. Enfin, ça fait 40 ans peut-être qu'on en parle. Monsieur le sergent, c'est peut-être plus que nous, je sais pas. Il y a beaucoup de bruit dans tous les sens en fait, au niveau des ressources de l'État en fait. Je ne peux pas infirmer ou confirmer. Ça reste des bruits de couloir. Juste une précision, mais David, tu l'as très bien dit, le travail sur les taux de TOM va commencer. Il y a déjà des dates qui ont été tombées pour les groupes de travail pour qu'on puisse la même démarche qu'on a eue auparavant ou la même démarche qu'on a eue sur l'assainissement. Donc il y a déjà des dates de proposées pour vous joindre au groupe de travail et donc la plénière aura lieu tout début juillet en fait. Donc ça y est, le travail est engagé. Il y aura une décision politique à prendre si vous le souhaitez pour la rentrée prochaine, pour l'automne prochain. Peggy précise en effet qu'il y aura une réunion plénière qui, en fait, c'est un peu la méthode qu'on essaie d'appliquer pour tous les sujets à fort enjeu. L'idée, c'est de pouvoir, après des travaux en commission, des passages en pôles territoriaux, se retrouver dans cette salle pour ensuite avoir une vision d'ensemble partagée avant les libérations. Donc, ne partez pas en vacances au mois de juillet. On vous réserve une petite soirée sur la thématique déchets. Je crois que de mémoire, c'est le 4 juillet. 4 juillet. Non, le 2, ça a changé. Le 2 juillet. Le 2 juillet. Bien. On continue? Alors, Daniel Furcy. Sur les taxes de séjour, est-ce que vous êtes bien ou comment ça se passe? Alors, je dis 2 mots et puis je pourrais laisser la parole à Catherine éventuellement. Donc, la taxe de séjour de manière générale est en augmentation. Donc aujourd'hui, c'est l'EPIC touristique, donc notre office de tourisme, qui en est bénéficiaire de cette taxe de séjour. On avait fait le choix, le temps que l'EPIC touristique se mette sur les rails et trouve son rythme de croisière, que cette taxe de séjour lui soit attribuée. L'an passé, la dotation communautaire au fonctionnement de l'EPIC touristique avait été baissée. Et cette année, parce qu'il y a eu des choix stratégiques de fait, la dotation communautaire reste la même. Ce qui permet à l'EPIC touristique de gagner quelques marge de manœuvre supplémentaire, sachant qu'on a fait un choix stratégique qui vous sera communiqué bientôt, même si certains le savent déjà, c'est que l'office de tourisme au Mont-Saint-Michel va bouger. Vous connaissez tous le petit local qui est à l'entrée, le corps de garde, qui va faire une vingtaine de mètres carrés, et encore, je ne suis pas sûr qu'on ait 20 mètres carrés à l'intérieur. Et là, dans le cadre d'un partenariat avec la Poste, l'office de tourisme va rentrer à l'intérieur du village et occuper une place nettement plus avantageuse au rez-de-chaussée donc de l'hôtel de la Poste, qui est nettement plus visible, nettement plus intéressant en termes de surface et de capacité d'accueil. On va avoir l'occasion de communiquer très bientôt dessus. Et il y aura une inauguration de ce nouvel office de tourisme communautaire dans le village du Mont-Saint-Michel au tout début du mois de juin. Donc voilà les choix stratégiques qui sont faits, qui font que pour l'instant cette taxe de séjour qui augmente, qui croît, parce qu'il y a un gros travail qui est accompli par les agents de l'office de tourisme, reste intégralement. Alors, la taxe de séjour,
oui, effectivement, donc elle augmente. Moi, j'ai alerté plusieurs fois en commission tourisme, et je pense l'avoir déjà fait ici, mais si ce n'est pas fait, je le fais aujourd'hui, sur le recouvrement pour 2019, et en fait depuis juillet 2018, puisqu'il y a eu un texte de loi avec des modifications, et qui concerne donc à la fois les hébergements non classés, mais aussi un mode de recouvrement pour toutes les plateformes type Airbnb, mais ça concerne toutes les plateformes de réservation, et donc ce sont les plateformes qui recouvrent la taxe de séjour et qui la versent en décalage à la communauté d'agglomération. Donc à part ce fameux décalage, moi j'ai une inquiétude sur la mise en route en fait de ce système de recouvrement par les plateformes, puisque les premiers sondages que nous avons faits, les sommes ne correspondaient pas forcément aux sommes qui auraient dû être déclarées et prélevées si l'hébergeur l'avait fait lui-même. C'est-à-dire, c'est pas forcément le bon montant, et ça peut être aussi prélevé sur des catégories de touristes qui n'ont pas été prélevés, je pense aux mineurs. Voilà, donc moi je suis très réservée, on va voir, de toute façon il faut que ça se mette en route, mais la première année, ça va même être sur 1 an et demi à mon avis, puisque c'est prélevé depuis début juillet et on commence seulement à percevoir donc, ces prélèvements qui ont été faits par les plateformes. Je reste très prudente sur les montants, parce qu'il y a les montants attendus et il y aura les montants effectivement perçus. Donc je ne sais pas si c'était ça la question voilà, mais en tout cas, moi je vous alerte là-dessus. On fera le bilan à la fin de l'année. J'ai peur qu'il y ait un décalage et qu'on soit dans l'obligation, au moins de manière temporaire, de compenser. Peut-être suis-je pessimiste, on verra. Il faut qu'on soit pessimiste dans la façon dont on appréhende nos budgets. Encore une fois, on est dans le flou. Y a-t-il d'autres questions avant que l'on redonne la parole à David? A priori, c'est bon. À toi. Oui, alors si vous le voulez bien, on va passer sur les budgets annexes. Donc le budget annexe numéro 1 concerne les ateliers relais. Donc en section d'exploitation, en section d'investissement, vous avez un équilibre à 1 276 000 et 2 433 000. En termes de projets sont prévus sur ce budget pour l'année 2019, 63 605 € de chauffage sur le bâtiment Novea, 350 000 € pour le changement de système de chauffage de l'espace éco Michel Toury, l'achat de l'ensemble immobilier Optico Teilleul, on l'avait déjà vu lors de l'assemblée plénière, et une revente derrière l'entreprise, donc achat 48 000 €, revente à 51 000 €. Les frais de diagnostic technique sont à la charge de la collectivité. Donc voilà pour ce budget annexe numéro 1. Sur le numéro 2, on retrouve le bâtiment industriel, donc, qui s'équilibre pour 938 854 en exploitation, 1,5 million en investissement. Dans ce budget, donc, vous avez principalement les bâtiments économiques qui font l'objet d'un financement par crédit bail auprès des entreprises, les loyers payés par l'entreprise remboursent les annuités d'emprunt, financés par la collectivité. On vous a ressorti les 4 qui étaient concernés. Vous avez 2 médicales qui prendra fin le 1er mai 2019, 2 médicales bis où l'SCI Motuna prendra fin au 1er mai 2019, West Placard qui prendra fin, lui, le 14 mars 2020, et la GSC qui prendra fin le 30 avril 2023. Un budget annexe panneau photovoltaïque donc, qui s'équilibre à 14 826 en exploitation, 16 180 en investissement, qui est situé à 2 endroits, donc sur le toit de la maison de la petite enfance à Saint-Martin-des-Champs et sur l'atelier relais de la zone d'activité de Sud-de-Val. La prévision de recettes pour l'année 2019 est de 7 000 € de revente d'énergie. Et à noter pour l'année 2019 la mise en service des panneaux photovoltaïques situés sur le bâtiment de Novea, qui nous fera des recettes supplémentaires. Le budget annexe numéro 4, l'assainissement non collectif, donc, qui s'équilibre en exploitation à 391 526 et en investissement à 380 347. Ça concerne principalement en exploitation la réalisation des contrôles pour 197 000 €, les frais de personnel pour 165 374 €. Notons également la reprise du SMEB et blocage sur le budget SMAN communautaire que je vous ai fait lecture tout à l'heure. Sur la partie assainissement collectif, budget annexe numéro 5, donc un équilibre à 6 498 283 en exploitation. Dedans, on retrouve principalement donc, des charges de fonctionnement des systèmes d'assainissement pour 615 000 €, des contrats de prestation d'aide pour 664 000 €, des frais de personnel pour 580 000 €,
des honoraires pour 464 000 €, les amortissements de biens pour 1 867 000 € et un virement à la section d'investissement pour 1 110 000 €. En investissement, on a 5 158 880 €, travaux projetés et ou initiés à hauteur de 2 647 000 €, des études réglementaires pour 430 000 €, le renouvellement d'équipements pour 125 000 € et un remboursement de l'emprunt à hauteur de 1 045 000 €. On vous rappelle la reprise des 25 budgets communaux qui ont été transférés au 1er janvier 2019. Les principales opérations projetées, donc vous avez la liste des communes qui sont concernées. Je ne vous en fais pas lecture. Je reviendrai juste faire une petite précision sur l'assainissement collectif. Vous savez que suite au plénière qu'on a eu avec l'accompagnement par le cabinet RCF et M. Kirigui, intégrer une projection sur les 10 prochaines années. J'attire votre attention parce que les communes, vous êtes certaines concernées sur les excédents budgétaires que vous devez rétrocéder à la communauté d'agglomération. On compte sur ce transfert-là parce que dans l'étude, il était prévu ce transfert-là. Voilà, je tenais à le dire. Sur la partie complexe équin, donc vous savez qu'il y a les travaux sur la 6e piste. Vous avez une section d'exploitation à 108 000 €, de l'investissement à hauteur de 792 980 €. Donc, outre le solde des travaux de la 6e piste pour 183 178 €, il est prévu en 2019 l'installation et l'acquisition d'électroménagers du Club House, qui a été repris dernièrement. Je crois, Catherine, tu pourras me le dire. Hein. Ça a été réouvert il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. La fin de la réalisation des allées cavalières et réparation de la 6e piste pour 48 000 €. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, le remboursement au budget principal de l'avance remboursable effectuée au budget annexe en 2018, dans l'attente de la perception des subventions pour 498 993 €. Le village enchanté, donc on n'a que l'exploitation à hauteur de 91 721 €. Cet équipement fait l'objet d'un crédit bail d'une durée de 7 années, fin en 2023. Le loyer annuel est de 35 000 € hors taxe en 2019. Concernant l'abattoir, une section d'exploitation à 322 755 €, une section d'investissement à 942 866 €. Donc l'équilibre financier du budget annexe est assuré par les redevances et locations aux fermiers à hauteur de 223 000 €. Je vous rappelle, la subvention exceptionnelle de 60 000 € en 2018 avait été versée sur les excédents cumulés de ce budget annexe, sans participation du budget général. Pour la partie zone d'activité, donc en exploitation on est à 5,8 millions et en investissement à 4,2 millions. On vous rappelle les principales opérations réelles, donc sur la sortie pour 55 000 €, Candela Voirie permis d'aménager, sur la ZA de Fougerolles l'aménagement de l'azote pour 82 000 €, sur la ZA Le Pont l'extension de l'azote de 50 000 € et vente de parcelles de 140 000 € Vimont en frais, la ZA de Poyer sécurisation de l'entrée de zone 50 000 € et vente de parcelles Stone Valley pour 5 000 €. Zeda les Billards lampadaires pour 30 000 €, Zeda les Closeaux à Romanie, marché d'aménagement de la zone pour 270 000 €, Zeda de la Pomme au Teilleul 350 000 €, Zeda de la route de Paris à Saint-Hilaire 200 000 €, convention schéma et vente de parcelles à hauteur de 203 000 €, la Zeda de la Croix-Vincent à Saint-James 30 000 € et vente de parcelles SPC pour 360 000 €, la Zeda de Pont-de-Lacet à Sourdeval pour 15 000 €. Donc l'équilibre financier du budget annexe est assuré par une participation du budget général, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Je me suis trompé tout à l'heure, j'avais dit 348 000, c'est 338 243 €. Je vais faire une petite pause ici, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, on a une collectivité dans la Manche qui est concernée sur un déficit de ce budget annexe d'1,5 million quand même. Donc on a demandé aux services financiers et aux services surtout économiques de travailler, et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, de travailler vraiment sur la valeur réelle de nos zones d'activité, parce que vous savez que quand les francs baissent le prix, c'est le budget général qui viendra abonder à la fin de l'opération. Donc on a demandé une expertise sur l'ensemble de nos zones d'activité qui sont assez nombreuses, pour voir si la vente des parcelles aujourd'hui est à la hauteur de la valorisation qu'il y a dans ces budgets annexes. Et c'est sur la communauté de communes de Côte-Ouest Centre-Manche
où ils ont eu la malheureuse expérience de découvrir qu'il y avait une zone d'activité qui était déficitaire à hauteur de 1,5 million d'euros et il ne restait que 2 parcelles avant. Donc je vous dis attention, vigilance là-dessus et on travaillera sur toute l'année 2019 en priorisation pour savoir où on en est sur ces zones d'activité. Le dernier budget, donc le budget annexe GEMAPI, on propose des décisions modificatives. Donc vous vous rappelez que le budget GEMAPI a été voté par délibération en date du 11 décembre. Cette décision modificative consiste principalement... Je vous le présente, ça sera présenté au 8, mais ça sera présenté à la prochaine plénière, puisque je serai absent pour tout ce qui est le vote de Saint-Jean. Donc le budget GEMAPI a été voté par délibération date du 11 décembre. Il vous sera proposé le 8 avril des décisions modificatives qui consistent principalement à la reprise des restes à réaliser en dépenses et en recettes du budget principal. Et vous avez lecture des différentes sections de fonctionnement et d'investissement. Voilà pour la présentation globale. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'ai essayé d'être assez concis et clair et de vous faire ressortir un peu les différents éléments. Voilà. Oui, Gilbert. Sur l'atelier relais, les ateliers relais, 63 000 de chauffage sur le bâtiment en OBA et 350 000 pour le changement de chauffage sur l'espace éco chez Toury. Je peux avoir des informations parce que je suis quand même surpris, c'est des bâtiments qui sont récents. Et... Oui. Alors, oui, je laisse répondre sur l'OBA. Et puis David parlera, ou Yannick Duval, éventuellement sur l'espace éco Michel Toury. Effectivement, tu as raison. Je peux répondre pour Novea en tant qu'ancien président de Novea. Je ne le suis plus depuis un an. En fait, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de chauffage sur Novea. Je vous assure que le personnel, quand il fait froid dehors, ils sont tous avec leurs pulls et leurs manteaux et avec des correcteurs électriques qu'on avait dû acheter. Donc en fait, le bâtiment est récent, mais l'installation du chaud a toujours été défaillante. En fait, ça n'a jamais bien marché. C'est un problème de pompe. C'est un problème de pompe à chaleur. Ouais. Alors j'ai juste... Avec un prestataire qui a disparu dans la nature. Alors, je suis plus président de Novea, mais j'ai encore une oreille qui traîne. J'ai cru comprendre que l'aglo reprendrait le même prestataire. Ça m'inquiète un peu. Parce qu'en fait, il n'a jamais été capable de régler. C'est le seul qui a répondu. David. Gérard, vas-y. Oui, au niveau du patrimoine, par rapport à ça, nous avons fait donc un appel à candidature pour pouvoir travailler sur le chauffage chez Novea et aucun artisan ne veut répondre parce qu'il n'assure pas le travail qui avait été mis en place à l'époque. Voilà. Alors, ça peut inquiéter si le même revient parce qu'évidemment, quand on sait qu'aucun artisan ne veut répondre parce qu'ils savent bien comment ça a été installé. Voilà, donc bon. Là, on dépasse le cadre strict du budget, mais néanmoins, c'est bien que chacun puisse avoir ce type d'information dans le creux de l'oreille. Sur la situation du bâtiment du pôle éco Michel Toury, c'est un peu différent. David Juquin va nous en dire. Oui, alors c'est pas un bâtiment qui est récent, l'espace éco Michel Toury, hein. C'est un bâtiment qui a été construit en 2001, qui a été racheté en 2001 par la communauté de communes de Saint-Jean, comme vous le savez. Bâtiment de 2400 m² de bureau, acheté à l'époque 500 000 € TTC. Donc par rapport au prix du marché, on a acheté un petit peu en connaissance de cause. En fait, il y avait une climatisation qui était existante. Et à l'année de construction en 2001, il y a une climatisation qui a été mise avec, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'au niveau technique, c'est du gaz E211 qui est dedans. Et en fait, c'est du gaz qui n'est plus utilisé et plus applicable. Et donc de ce fait, on le savait quand on a acheté le bâtiment, donc on a... Quand on a des soucis sur des cassettes, etc., on déshabille un peu Pierre pour habiller Paul, mais c'est une limite tout ça, et on le savait. Donc je rappelle que sur cette opération-là, la communauté de communes de Saint-Jean avait fait un emprunt à hauteur de 700 000 € qui prévoyait le remplacement d'une partie du chauffage. Quand on arrivait à la communauté d'agglomération, il nous restait 150 000 € pour entrevoir ce système de chauffage. Qu'actuellement le bâtiment est rempli à 70%, qu'on a des unités d'emprunt à hauteur de 53 000 €, qu'on doit avoir des recettes aujourd'hui à hauteur de plus de 65 000 € sur les locataires qui sont présents, qu'on a encore un potentiel de développement à hauteur de 30% pour arriver à une recette totale de 100 000 €. Et justement, il faut pouvoir aussi accueillir les locataires dans de bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, on a mis
des radiateurs électriques. On a quand même mis à l'époque des radiateurs à inertie, on n'a pas mis des grippins, on a mis des radiateurs à inertie et programmables aussi. Donc là-dessus, voilà, c'est la stratégie qu'on avait fait à l'époque. C'est un chantier qu'on aurait souhaité démarrer en 2017, voilà, fusion, etc. Ça n'a pas pu démarrer. On s'est engagé vis-à-vis de nos locataires à faire ces travaux le plus rapidement possible. Ceci étant, on a eu une maîtrise d'ouvrage qui a été lancée par la communauté d'agglomération. On est aujourd'hui à une estimation autour de 350 000 €. De toute façon, il y aura une présentation qui sera faite avant de lancer cette opération-là. Là, elle est prévue au niveau du budget primitif. Vous savez qu'on a un de nos locataires qui est sur 2/3 du deuxième étage, qui s'appelle Thermacom, qui a un process un peu innovant et qui a besoin un peu d'avoir des bâtiments un peu pilotes et modèles. Et c'est une présentation qui vous sera faite avant de s'engager sur tel ou tel choix. Soit on met une pompe à chaleur classique avec de la clim, air chaud, air froid, soit on part sur un matériel un peu innovant qui est un plafond chauffant, rafraîchissant. Donc ça, il y aura une présentation qui vous sera faite. Aujourd'hui, on en est là. Et l'estimation première qu'on a, elle est à hauteur de 350 000 €, comprend y compris dedans le changement de tous les luminaires qui s'avère être beaucoup plus énergivore que la partie chauffage qui est en pompe à chaleur. Voilà. Donc tant qu'à faire les travaux, autant le faire correctement. L'idée d'avoir un projet un peu innovant, c'est aussi potentiellement de pouvoir aller chercher des subventions pour faire des économies d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on a retenu cette opération. Voilà. Mais je vous dis, ça sera représenté en temps utile quand on y verra plus clairement les différents choix qui seront proposés sur ce bâtiment-là. Et je sais que les services doivent travailler là-dessus pour vous faire un historique du bâtiment tel qu'il a été acheté, les locataires qui sont en place, nos recettes, nos dépenses. Et on vous fera une présentation globale quand on lancera cette opération. Merci de ces précisions. Alors Daniel Furcy lève la main. Mise en service en 2019 de panneaux photovoltaïques là, situés sur le bâtiment Novea. On n'a pas d'investissement là-dessus? Non, il n'y a pas d'investissement. C'est juste en fait la mise en place du contrat qui n'avait pas été mise et qui va nous permettre d'avoir des recettes. Marie-Hélène Fiat. Oui, je m'étonne, je ne vois pas du tout paraître dans le budget la vente de l'écoparc. Non, il ne faut pas s'étonner. On avait déjà parlé dans le débat dans l'intention budgétaire. On a eu l'occasion Tant que ce n'est pas signé, je ne mets rien du tout. Principe de prudence. Aujourd'hui, le compromis est signé. On a eu l'occasion de travailler encore la semaine dernière avec l'entreprise Rimed, le sous-préfet, sur l'avancement du projet. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bien évidemment. Et ça se fera. Ça pourrait nous donner des envies d'investir si je mettais la vente. Imaginez qu'on ait juste le compromis de vente et qu'on inscrive dans le budget des recettes qu'on n'a pas. En termes de sincérité et de véracité pour notre budget, là je pense que le trésorier crierait au loup. Merci. On peut inscrire peu de recettes, hein. Ça c'est facile, on va en trouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori non. Donc on va pouvoir passer aux délibérations de fait. Je pense. Vas-y. Donc, pardon, il y a Xavier. Oui, juste une petite question qui n'a rien à voir avec le budget, mais j'ai cru comprendre à travers les mots de David Jucas qu'il y avait une nouvelle réunion le 8, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais lorsqu'on a eu notre pôle territorial précédemment, il avait été question, suite au nombre d'absences sur le 2 avril, d'avoir la possibilité de faire un sondage pour savoir quelles étaient les communes qui auraient des votes du budget. De sondage, je n'ai pas vu. Mais donc là, on m'annonce que le 8, c'est bien confirmé. Alors, sachez que Julie Lévelé ne sera donc pas présente. Alors, on avait prévu d'en parler bien évidemment ce soir. On peut le faire maintenant. C'est vrai que l'ordre du jour initial pour le conseil municipal, le conseil communautaire de ce soir, était composé de 42 questions, avec des sujets importants, outre les questions budgétaires, comme l'arrêt de projet du PUI à Branche-Saint-Michel. Des sujets qui font débat. Donc de façon, encore une fois, à alléger l'ordre du jour, nous l'avons scindé en deux et nous avons essayé de trouver une date
qui soit la plus acceptable possible en termes de délai. Alors, en effet, on a tous des agendas extrêmement contraints. La date du 8 avril a été trouvée en connaissance de cause. David l'a dit, Saint-James sera en conseil municipal. Il y aura quelques autres communes. Le sondage a été fait, puisque l'ensemble des communes a été consulté pour savoir si elle avait... je sais que Julie, l'information communiquée était connue. Les communes, vous n'avez pas été consultées? Alors, il y a eu un mail qui a été envoyé à vos secrétariats. Notez que vous n'ayez pas répondu, vous personnellement, c'est peut-être une chose, mais les secrétariats ont donné réponse. En tout cas, la date du 8 avril aujourd'hui est actée. Et nous aurons l'occasion... alors, les vérifications qui ont été faites permettent de constater qu'on aura a priori le quorum, et bien évidemment pour les élus qui ne pourraient pas être là, il y aura la possibilité de donner un pouvoir, en tout cas de faire valoir sa voix. Bien, David. Donc je vous propose de passer à la délibération numéro 1, donc l'adoption des comptes de gestion 2018 du budget principal et des budgets annexes. En vous rappelant donc la reprise des résultats entre exercices comptables, notamment suite à la fusion, il est proposé de régulariser entre le CA 2018 et le BP 2019 les 56 810,17 € que je vous ai présenté tout à l'heure. Je ne vous fais pas lecture de tous les chiffres, si vous êtes d'accord. Vous les avez sous les yeux. Vous pouvez voter. Alors, pour l'adoption du compte administratif 2018, alors c'est les comptes de gestion, on ne va pas se tromper, l'intitulé n'est pas bon. Pour l'adoption du compte de gestion 2018, nous avons 136 voix sur 142 qui sont favorables, nous avons une voix défavorable, nous avons 5 abstentions. Je vous remercie.